On parle fréquemment sur cette antenne, bien sûr, des coups de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour commenter leur longueur, pour commenter leur teneur. Et le dernier en date, d'ailleurs plus court que les 4 précédents, s'étant tenu mercredi. Mais on sait moins que Donald Trump fait aussi chauffer son téléphone pour appeler qui ? Pour appeler le président Xi Jinping, ce qu'il a fait ce jeudi après avoir appelé Vladimir Poutine. Et surtout après une très longue période de silence entre les deux dirigeants des 2 plus grandes économies du monde. Sylvie Bermann, Pékin a fait attendre beaucoup depuis de nombreux mois, puisque je crois que la dernière fois qu'il s'était parlé, c'était juste avant l'inauguration de Donald Trump. Et Donald Trump espérait beaucoup de cet échange personnel avec le président chinois Xi Jinping. Mais qu'en est-il ressorti ? Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump avait dit oui, je suis sûr que Xi Jinping va m'appeler. Voilà. Et en fait, Xi Jinping n'a pas appelé. C'est l'inverse qui s'est produit. Un entretien, mais à la demande, effectivement, de Donald Trump. Donc, il y a effectivement la négociation sur les tarifs. Sur l'Ukraine, bon, il sait très bien que la Chine ne peut pas complètement lâcher la Russie. En revanche, ce qu'il pourrait demander, mais je ne sais pas s'il l'a fait, c'est que Xi Jinping intervienne auprès de Poutine pour le convaincre que le moment de la paix est venu, y compris pour la Russie d'ailleurs. Mais bon, ça, je ne sais pas s'il est prêt à le faire aujourd'hui, s'il estime que la situation est mûre ou pas. En revanche, le problème qui se pose, c'est celui des sanctions. Parce que s'il y a des sanctions qui sont préparées par le Sénat et que c'est 500% sur les pays tiers. 500% qui concernent les Chinois, les Indiens et autres, je ne suis pas sûre que Xi Jinping apprécie beaucoup. Justement, le problème, c'est aussi ça pour Donald Trump, c'est que la Chine arme en partie la Russie par des pièces détachées, par ce qu'on appelle des pièces de double emploi. C'est plus ou moins affiché, plus ou moins masqué, ça dépend un petit peu des périodes, mais on a quand même globalement des preuves. Il y en a beaucoup qui arrivent encore chaque mois et chaque année depuis déjà un moment. Donc que fait Donald Trump face à ça ? Eh bien justement, rien. Parce que selon certains responsables américains et européens qui sont cités par Bloomberg, le président américain n'ose pas demander des comptes à Pékin sur ce dossier précis. Pourquoi justement, Gallagher Fenwick ? Pourquoi sur ce dossier, Donald Trump décide de ne pas intervenir, de se dire ok, très bien, peut-être que la Chine fournit des pièces détachées qui peuvent servir aux armes russes, c'est pas vraiment mon problème. Il faut savoir, je pensais qu'il voulait régler la guerre. Alors, d'abord sur le dossier russo-ukrainien, d'une manière générale, quel que soit l'angle d'approche, je crois que Donald Trump a prouvé à de maintes reprises non seulement son inefficacité, mais son manque total de volonté. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une erreur de dire que Donald Trump est impuissant. Je pense que cette impuissance, il se l'impose à lui-même, précisément parce qu'il a des outils qui sont extrêmement puissants. On parlera de la Syrie tout à l'heure. Absolument. Les États-Unis peuvent changer la vie d'un pays, de plusieurs pays, avec des sanctions, soit en les ajoutant, soit en les retirant. Concernant la Chine, pour l'instant, Donald Trump est face à une situation de défaite. Et pour quelqu'un qui a un ego comme le sien, c'est difficile de l'accepter et de le constater. Donc vous avez déjà un dossier le plus important pour lui qui est commercial, où il n'a pas du tout les résultats escomptés. C'est ça le problème, il veut se concentrer là-dessus avant ensuite de pouvoir parler de l'Ukraine. Rentrer dans cette conversation d'autres éléments, le dossier se densifie, se complexifie, et pour quelqu'un avec le temps d'attention de Donald Trump, ça commence à devenir très, très compliqué. Mais cela dit, il y a quand même une vraie opportunité et qui est complètement ratée, parce que, et c'est souvent le cas avec Donald Trump, il a identifié quelque chose, c'est que la Chine est objectivement dans une situation de faiblesse. Ça, c'est un fait. La Chine a un gros souci démographique, elle a une pyramide des âges qui présente de vrais problèmes. On n'est pas le seul pays à avoir un souci sur la question des retraites. Population vieillissante, vous avez 1,4 milliard d'individus avec un potentiel incapacité à s'occuper de cette population vieillissante. Deuxièmement, il y a de vrais soucis économiques, notamment du chômage chez la population les plus jeunes, sur les 18-24, un secteur immobilier qui présente de grandes difficultés. Et ça, c'est pas le souci de Trump, hein. Non, mais en fait, si vous voulez, je dis pas que c'est que Trump devrait voir ça. Et s'il s'y était pris différemment, il aurait pu marquer des points face à la Chine, parce que en s'y prenant comme il le fait, il y a un vrai ralliement
des Chinois autour de Xi Jinping qui en a fait une question de fierté nationale. Et donc les gens ont dit très bien, ils veulent nous imposer ces droits de douane, on va se rallier derrière le leader et le drapeau et on va y aller, même si ça va effectivement potentiellement faire mal. Je reviens un instant à cette méthode Trump, c'est-à-dire de préférer toujours le contact personnel de dirigeant à dirigeant. Donc on voit bien que là, comme vous nous l'avez dit Sylvie Bermann, ça n'est pas le président chinois qui l'a appelé, c'est l'inverse, il a attendu. Et donc Donald Trump, lui, sa méthode diplomatique favorite, c'est le contact personnel avec l'ennemi presque. On voit, il le fait avec Vladimir Poutine. Or là, côté chinois, et c'est à la diplomate que je pose cette question, on a plutôt les Chinois qui n'ont pas du tout le même genre de méthode. C'est-à-dire ce coup de fil, ils l'ont sans doute préparé. Il n'y a pas de place pour la spontanéité du côté chinois. Alors que Trump, c'est plutôt extrême, c'est l'inverse. Non, il n'y a pas d'improvisation, mais ce qui est intéressant, c'est que pendant le premier mandat, les Chinois avaient un petit peu peur de Donald Trump parce qu'ils détestent l'imprévisibilité. Oui, c'est ça. Maintenant, ils se sont habitués. Parce qu'ils ne le connaissaient pas, maintenant ils le connaissent. Et son côté imprévisible est finalement prévisible pour eux. Donc ils savent comment le gérer. Ce qu'il disait aussi pendant le premier mandat, c'est qu'il disait que la démocratie était une farce et look at Trump. C'est-à-dire ils prenaient donc en exemple perception qu'ils ont effectivement des Américains. Du président américain. Pour dire que la démocratie est une farce. Voilà. Mais en même temps, ils sont conscients de la prévalence de son ego, de la manière dont ils doivent le traiter. Xi Jinping a invité d'ailleurs Donald Trump pour une visite d'État. Pour une visite d'État. Elle devrait avoir lieu peut-être à l'automne, on ne sait pas. Il n'y a pas de date. C'est effectivement en grande pompe. Et la dernière fois, d'ailleurs, qu'il y était allé, il avait été absolument séduit, fasciné. Alors ça ne dure pas longtemps. Il retourne à Washington et il est repris par... Oui, mais est-ce que donc là, vous parlez de cette visite d'État, donc c'était pendant le premier mandat de Trump. Et effectivement, les Chinois ont constaté que Donald Trump aimait beaucoup les Chinois qui sont massés aux abords des routes avec leurs petits drapeaux et qui lui font honneur. Donc en fait, ils ont bien compris cela et ils vont sans doute réitérer pendant le second mandat. Oui, tout à fait. Et la Chine, même si elle a des difficultés économiques, elle sait recevoir. Et donc, Donald Trump est quand même fasciné par ce pays qui est la deuxième puissance mondiale. À plusieurs reprises, il l'a dit de Xi Jinping, il a dit c'est incroyable la manière dont il tient son pays. Et vous vous souvenez du terme qu'il avait employé quand il avait parlé du Panama et qu'il a obtenu le départ de l'entreprise chinoise. Il avait dit on l'avait donné au Panama et pas à ces merveilleux Chinois qui font des affaires sur... Donc il a du respect pour Xi Jinping, il a du respect pour Vladimir Poutine, il a du respect pour les hommes forts. Absolument. Et justement, quel est le lien exactement aujourd'hui entre les deux présidents, américains et chinois? Écoutez ce que répond Donald Trump à ce sujet. Nous avons eu une très bonne discussion. J'ai parlé au président Xi pendant, je pense, plus de 2 heures. Nous avons eu une très bonne discussion. Nous nous entendons très bien avec le président Xi et avec la Chine. Nous nous entendons très bien. En même temps, on voit mal, si j'ose dire, le président américain dire l'inverse. Surtout quand il s'agit de négocier et qu'encore une fois, il y a plusieurs dossiers sur son bureau qui concernent la Chine au premier degré. Et on l'entend d'autant plus mal dire l'inverse qu'il a quand même dû reculer beaucoup sur la guerre commerciale parce qu'il estimait que les Chinois allaient capituler et donner à Trump ce qu'il voulait. À la fin, c'est Trump qui, alors maintenant, son dernier recul, c'est d'éloigner encore, je crois, ses soi-disant tarifs et de faire plier la Chine. Donc Trump, on remarque qu'il a quand même adouci le ton par rapport à la Chine. Quand vous comparez ce qu'il disait pendant la campagne électorale et maintenant, il a surtout reçu 2 grosses défaites commerciales avant de dire ça. Alors, on parlait tout à l'heure justement de ces fameux composants qui pouvaient se retrouver, les composants chinois qui pouvaient se retrouver dans les armes russes. Si on a, nous, ces interrogations sur ces composants, c'est parce que ça a été identifié, notamment par les Européens. Ces composants sont livrés en masse à la Russie et ce n'est pas totalement un hasard. Écoutez même d'ailleurs le pourcentage qui est avancé par la chef de la diplomatie européenne. Il est clair que la Chine est le principal soutien de la guerre russe. Sans son soutien, la Russie ne serait pas en mesure de mener une guerre d'une telle ampleur. Nous constatons que 80% des biens à double usage entrent en Russie via la Chine.
Général, 80%. Alors il faut bien rappeler, là on parle d'éléments qui, par exemple, je dis n'importe quoi, ce serait une puce qui serait présente dans une machine à café et qui pourrait aussi, une fois extraite, servir à composer une arme létale qui sera envoyée sur l'Ukraine. Oui, absolument. Vous avez les puces, c'est le premier exemple qui vient à l'esprit. On se rappelle que l'embargo pratiqué sur les puces occidentales force les Chinois à développer leurs puces et que maintenant ils commencent aussi à faire des progrès. Ils ne sont pas capables d'avoir la miniaturisation encore de Taïwan, on arrive à 2 nanomètres, etc. Mais ils arrivent quand même à faire des choses. Ensuite, il y a des tas de produits. Il y a, par exemple, les drones. Ils viennent de mettre l'embargo, les Chinois, sur les drones. On vient de dire que c'est un game changer dans la guerre. 70% des pertes russes sont faites par les drones. Bon, les Chinois ont dit on ne vend plus de drones aux Ukrainiens. Mais ils en vendent. Continuent à en vendre à la Russie. Eh bien, ils en vendent à la Russie, bien entendu, puisque le drone, c'est un petit drone comme ceux qui étaient venus en plateau l'autre jour. C'est des drones pour enfants et c'est parfaitement. Mais donc ça, pour vous, Général Richoux, c'est une décision politique de la part des Chinois, qui pourtant disent qu'ils ne s'en mêlent pas. Ah ben, moi, je pense. D'abord, il y a le business, vraisemblablement, et puis je pense que c'est une décision politique. Oui, parce que les Chinois aujourd'hui, ils sont quand même. Les Chinois disent qu'ils veulent la paix. Oui, mais ils sont quand même. C'est pas des alliés au sens alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ils sont quand même adossés à l'effort de guerre, de facto à l'effort de guerre. Sylvie Bermann, vous qui êtes spécialiste de la Chine. Non, mais je pense que c'est plutôt le fait que Xi Jinping ne veut pas lâcher Vladimir Poutine, parce que peut-être un jour il en aura besoin si jamais il intervient à Taïwan. Alors effectivement, vous pensez que c'est ça la stratégie, la possibilité d'en avoir besoin dans l'éventualité de Taïwan. C'est pour ça qu'effectivement il fait plus que de le ménager. Il y a un véritable partenariat parce qu'il déteste l'Occident, il déteste les ingérences occidentale. Ça ne veut pas dire que la Chine veut la guerre ou soutient la guerre. Elle n'a jamais reconnu l'annexion de la Crimée, elle n'a jamais reconnu l'indépendance et l'annexion du Donbass non plus, mais pour le moment, elle aide effectivement la Russie par l'intermédiaire de ses produits de nature duale. Alors, entre parenthèses, nous, on a vendu beaucoup de machines à laver au Kazakhstan. Ce qui revient au même, vous dites. Vous voulez dire que les machines à laver servent à autre chose. Exactement. Enfin, les composants, pardon. Il y a également des puces. Mais ce n'est pas la même chose que l'alliance de la Russie avec la Corée du Nord. Mais ça peut être des machines-outils, des choses comme ça, oui, des c'est pièces ça, détachées, c'est des machines-outils. Qui servent aussi bien à l'industrie qu'à fabriquer des armes. Donc, c'est très difficile de discriminer ce qui est du domaine militaire. Oui, parce que ce n'est pas formellement interdit, c'est ça le problème. Et puisqu'on parle de sanctions aussi et de relations justement diplomatiques à l'intérieur de ça, ce qu'on nous dit aussi dans certains articles, et notamment dans cet article de Bloomberg, c'est qu'aujourd'hui, si Donald Trump est si réticent à mettre des sanctions en place, ou en tout cas à j'allais dire, reprocher à la Chine son effort pour la guerre en Ukraine, c'est parce que tout simplement, on aurait peur de froisser Vladimir Poutine en s'en prenant à l'un de ses amis. Ça, est-ce que Gallagher, ça pourrait vraiment avoir un impact sur les négociations ? Dans un temps court et un futur proche, non, je ne le crois pas. Ça me paraît être un billard à 3 bandes qui est quand même très, très complexe. Mais en revanche, c'est vrai que ça finirait par avoir un impact. La haute représentante de l'Union européenne disait à l'instant, la Chine est le principal soutien. Donc si vous arrivez à tarir ces flux de matériaux à usage dual, vous allez avoir un impact sur la conduite de la guerre, mais vous allez aussi avoir un impact sur l'économie chinoise, vous allez avoir beaucoup d'impacts différents, mais pour moi, si vous voulez, c'est pas ça, encore une fois, immédiatement qui est dans la balance, c'est plutôt sur la relation Trump-Xi et le dossier, si vous voulez, russo-ukrainien. Moi, je comprends qu'ils sont en train de faire une sorte de découplage par rapport à ça dans la balance.